Antoine Dell'Amico est en traitement, ici. Il ne souhaite voir personne, pas même sa famille. Je suis son beau-frère, mais je suis aussi médecin. J'ai besoin de lui parler. Cette clinique est une résidence privée, docteur. Si vous souhaitez voir Antoine, vous devez prendre rendez-vous. Antoine. Je n'ai qu'un père et deux filles. Je dois mettre fin à ce complot pour pas le choix. C'est pas possible. Il n'a pas le droit. Laissez-les dans sa police. Antoine. C'est moi, Michel, ton beau-frère. Il faut que tu quittes cet endroit. Non, laissez-moi, je vous connais pas, je sais pas qui vous êtes. Enfin, Antoine, tu me reconnais. Je suis le mari de Marianne, ta sœur. Si vous croyez que je vais tomber dans le panneau, laissez-moi. Et qu'est-ce que c'est que ces lunettes? Non, ne touchez pas. Il faut partir maintenant, docteur Roland. Vous voyez bien que monsieur ne va pas vous voir. Je te ferai sortir d'ici, Antoine. Comment ça, il t'a pas reconnu? Marianne, ton frère est malade. Il souffre de troubles psychologiques profonds. Mais enfin, il est censé être soigné dans cette clinique. T'en fais pas, ça va s'arranger. Au moins, on sait où il est. Tout à l'heure. Et vous savez qu'il y a des enfants qui viennent jouer ici dans la journée? Ta gueule, casse-toi, connard. Au moins, laissez pas traîner vos seringues n'importe où. T'as pas compris, on t'a dit de te casser. Ok, ça va. Calmez-vous. Gardez votre nez à peine sur vos jambes. Lâche-moi. Faut pas te faire voir, tocard. Il a enlevé le témoignage. Merci. À quelle heure c'était? Non, monsieur, vous savez, moi je pourrais me coucher un soir ici. Le corps a été découvert par un jogger. Ouais. Pas de portefeuille, pas de pièce d'identité. Un vol qui a mal tourné. Ah, un billet de 50 €. 11 coups de couteau répartis entre le torse, les épaules et le cou. Pas la moindre égratignure sur les mains et les avant-bras, aucune blessure défensive. Il a été poignardé de tous les côtés, il a même pas cherché à se défendre. On a dû l'attaquer par surprise. Certainement. Mais il y a quelque chose d'autre qu'il a mis à la merci de son agresseur. Regarde comme s'il empêtré dans les branchages. On a l'impression qu'il savait pas où il allait. Il était comme perdu, désorienté. 11 coups de couteau, on le saurait à moi. Oui, mais il a même pas cherché à lever les bras pour se défendre. Bonsoir. Madame la procureure. Commandant Revel, lieutenant. Madame. Bien, qu'est-ce qu'on a? Homicide à l'arme blanche. La victime est un homme de 50 ans en tenue de jogging. Il y a de la prostitution dans le coin? Non. Par contre, des dealers et des junkies de temps en temps. On a des seringues encore fraîches. Et vous l'avez identifié? Soit on lui a volé ses papiers, soit il habitait dans le coin. En tout cas, il n'avait pas de clé de voiture sur lui. Vous voyez, c'est une disparition, n'a pas été signalée cette nuit. Au commissariat du quartier. Commandant, nous avons trouvé quelque chose. Avec un peu de chance, on va pouvoir remonter à son propriétaire. Bouge pas! Bouge pas! Allez. Hervé Loiseau, vous êtes en état d'arrestation.
Mais j'en sais rien, je l'ai jamais vu ce couteau. Pourtant, il y a une empreinte à toi dessus. Et le sang, c'est celui d'un homme retrouvé mort dans le bois de Vincennes. Alors si tu continues de nier, on va s'arrêter tout de suite et te présenter au magistrat. Et vu ton casier, ça va très mal se passer. Bon, il est à moi, mais j'ai tué personne. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? J'étais avec un pote quand ce mec est arrivé. Il a commencé à gueuler qu'il y avait des seringues. J'ai voulu lui faire peur, il m'a chopé le bras, j'ai laissé tomber le couteau, puis voilà, on s'est barré. Alors que vous étiez deux contre un homme seul? Et tu crois qu'on va gober ça? Non, je vous jure que c'est vrai, putain. Et ton pote s'appelait comment? Claude. Je connais pas son nom de famille, il crachait à Montreuil. Moi, je crois plutôt que Claude et toi, vous lui avez tendu un piège. Et vous l'avez tué pour lui piquer son portefeuille. On lui a rien piqué du tout, on s'est barré, je vous dis. Et dis-moi, le gars là qui gueulait pour les seringues, il était comment physiquement? Bah, t'es grand. 50 ans, avec une veste de jogging. Et après, vous avez fait quoi? Vous avez croisé quelqu'un? Non. Il y a juste eu un truc bizarre, comme une sorte d'éclair. Un éclair? Quel éclair? Je sais pas, moi. Un orage, quoi. Une sorte d'éclair. Un orage en novembre, écoute, je veux bien croire au réchauffement de la planète, mais quand même. Hein. C'est sûr que notre victime n'a pas été tuée par la foudre. Ce gun, c'est plus quoi inventé pour Ouais, mais son s'il temps. l'avait vraiment tué, il n'aurait jamais laissé le couteau sur place. Ces types, ce sont pas des débutants. Ils ont pu le paumer dans la panique. C'était la nuit. Ah, oui. Commandant. Le couteau qu'on a retrouvé n'est pas l'arme du crime. Regardez. La taille de la lame fait 3 cm de moins que les entailles. Ah, voilà. 3 cm qui vont leur éviter 15 ans de prison. Merci. Oui? Merci. Ok, on arrive. C'était le commissariat de Vincennes. Une femme a signalé la disparition de son mari cette nuit. Le docteur Michel Roland, médecin généraliste. Michel était juste sorti courir. Quand j'ai vu qu'il revenait pas de son jogging, j'ai appelé le commissariat. Mais qui a pu commettre une horreur pareille? Peut-être un dealer ou un toxicomane en manque. Vous savez si votre mari avait son portefeuille avec lui en sortant? Non. Son portefeuille doit être dans son manteau. Ça lui arrivait souvent d'aller courir en pleine nuit? De temps en temps. C'est comme ça qu'il décompressait. Et vous avez déjà parlé de rencontres avec des toxicomanes? Je supportais pas ça. Il y a des familles ici. Ça lui est arrivé plusieurs fois de s'en prendre à eux. Votre mari était médecin, vous parliez de son travail? Très souvent, oui. Je suis infirmière, alors on se comprend. Bien sûr. Et il vous a parlé d'éventuels problèmes avec des patients? Non. Rien de particulier. Quelque chose devait le préoccuper, non? Pour avoir besoin de décompresser à 22 heures? Je sais pas. Il m'a parlé de rien. Moi, j'ai l'impression que quelque chose devait préoccuper son mari. Ou alors, cette femme nous cache quelque chose. Alors pourquoi elle n'en parle pas? Peut-être qu'elle n'a pas envie de dévoiler son jardin secret. Pour ça comme ça, ouais. Des menaces? Pas du tout, je vois pas qui aurait pu lui en vouloir. Une maîtresse, par exemple. Le docteur Roland n'avait pas de maîtresse, sa vie c'était son travail. Vous étiez proche. Qu'est-ce que vous insinuez? Oh, rien du tout. François Richer, ce nom vous dit quelque chose? Non, je ne vois pas. Ça n'était pas quelqu'un qui traitait. On dirait que le docteur Roland se baladait dans la base de données d'une mutuelle, la Francilienne. Il était médecin, c'est normal. Oui, sauf que là, il s'agit d'une base de données confidentielle. En principe, uniquement accessible au personnel de la mutuelle par mot de passe. Dans lequel il s'est introduit illégalement? Oui. Et il semble s'être intéressé de près au relevé de soins d'un certain Antoine Delamico.
Antoine Delamico, né le 23 janvier 72. Alors, 3 arrestations pour coups et blessures, une 4e pour attaque à l'arme blanche sur un homme qu'il accusait d'être un espion des services secrets voulant l'éliminer. Il obtient un non-lieu psychiatrique, il est jugé schizophrène à tendance paranoïaque, dangereux. Mais pourquoi Roland faisait une recherche sur Delamico? Sa femme nous en a pas parlé? C'est plutôt qu'elle n'a pas voulu nous en parler. Delamico est le nom de jeune fille de Marianne Roland. Ce type est son frère? Oui. Et selon l'enquête de voisinage, Roland et sa femme l'ont même hébergé il y a quelques années, avant la naissance de leur fils. Et apparemment, il le recherchait depuis plusieurs semaines. On peut se demander qui a retrouvé l'autre. Il serait remonté à Antoine par son ophtalmo, le docteur Dessart. Je ne vois pas en vertu de quoi je vous donnerai l'adresse de mes patients. En vertu d'un meurtre qui a été commis, docteur Dessart. Et peut-être par un de vos patients. Oh, monsieur. Antoine Delamico, son nom vous dit quelque chose? Oui, bien sûr, mais... Le docteur Roland le recherchait, n'est-ce pas? Peut-être. Antoine est interné à la clinique des oiseaux à la Varenne-Saint-Hilaire. Mais soyez très prudent avec lui, il se croit persécuté. Il a raison, il va l'être. Il était quelle heure quand vous avez constaté la disparition d'Antoine Delamico? Quand on a distribué les repas vers 19h, on s'est aperçu qu'il n'était plus dans sa chambre. Et il n'est pas revenu? Nous ne l'avons pas revu depuis. Quoi, vos pensionnaires peuvent aller et venir comme ils le souhaitent? Certains oui, certains non. Cela dépend de leur pathologie. Ce sont des malades, pas des criminels, lieutenant. Oui, mais Antoine Delamico a néanmoins fait l'objet d'une hospitalisation d'office. Il a pu échapper à notre vigilance. Sa chambre est au premier étage et malgré ça, il a réussi à s'enfuir en sautant. Le jour où son beau-frère, le docteur Roland, est venu le voir. Un de vos infirmiers nous a dit qu'il y a même eu une altercation entre eux. Antoine ne voulait voir personne. Il est gravement malade. Il pense que les services secrets cherchent à l'éliminer. Nous aimerions voir sa chambre. On peut pas dire que ce soit le grand confort. C'est curieux qu'il ait pu sortir par la fenêtre. Tu veux dire qu'elle aurait dû être verrouillée? Bah et comment? Ne serait-ce que pour éviter les accidents. Au moins, il est cohérent avec lui-même. Je peux voir? Ah, mais je le connais, celui-là. Le héros du roman échappe au service secret en se planquant à la gare d'Austerlitz. Espérons qu'il soit cohérent jusqu'au bout. Ok, je te rappelle. Tu avais raison. Notre ami Antoine a été filmé par les caméras de surveillance de la gare d'Austerlitz. Ah, bah quand la vérité vous trompe, il reste les romans. Vous m'aurez pas comme ça, hein. Vous n'êtes pas des vrais flics. Vous êtes des agents infiltrés. Vous travaillez pour quel pays? Et les voitures à l'entrée? Ce sont des voitures de police. Nous sommes dans un commissariat. Ouais, c'est ça, ouais. Je suppose qu'on est au sous-sol, hein? Oui, bon, bah ça c'est classique en même temps. Nous sommes au 4e. Vous avez voulu appuyer vous-même sur le bouton de l'ascenseur. Vous vous souvenez pas? Le haut, c'est le bas, et le bas, c'est le haut. Je les connais, tous vos trucs, je les connais, alors. Asseyez-vous, Antoine. Asseyez-vous. Cette personne, vous la connaissez? Jamais vu, lui. Hein. C'est pourtant votre beau-frère, hein, il vous cherchait. Ah non, lui, c'est un sosie, mon beau-frère. Oui, les Russes ont inondé l'Europe de sosies, mais maintenant, c'est plutôt les Américains qui ont pris la relève. Ah bon? Antoine, je vais être franc avec vous. Nous ne sommes pas de la police. Nous sommes de la DST. Nous savons que des forces étrangères travaillent sur le sol français. Et nous voulons vous aider à vous en sortir. On va vous protéger. On va vous donner une nouvelle identité. Mais pour ça, il va falloir nous aider. C'est pas moi qui cherchais. Il cherchait un certain François Richet. Vous le connaissez? Non. Il n'y a pas de Richet, il n'existe pas. C'est un leurre. Je suis au courant, ils le savent, c'est pour ça qu'ils veulent me supprimer. Mais alors pourquoi? Pour commettre des assassinats politiques. Antoine, qu'est-ce qu'un type comme vous fait dans cette clinique? Je me planquais. Jusqu'à ce que l'autre débarque et fout tout en l'air. Oui, mais vous savez que vous êtes malade, non? Oui.
Je l'ai été, mais maintenant je suis guéri, ça va mieux. Oui, c'est logique, les malades prennent des médicaments et vous, comme vous ne prenez plus de médicaments, vous n'êtes pas malade. C'est ça? Je prends mes médicaments. Mais comment se fait-il qu'on en ait trouvé ni sur vous, ni dans votre chambre? Je sais pas, on a dû me les faucher. Je sais que le traitement que vous prenez est difficile à supporter. Vous avez l'impression qu'on vous bourre la tête de coton, que vous n'êtes plus vous-même. Mais quand vous arrêtez de prendre des médicaments, les problèmes recommencent, vous vous sentez persécuté à nouveau et vous avez besoin de vous défendre. C'est ce qui s'est passé jeudi soir avec votre beau-frère, n'est-ce pas? Non, j'ai juste très mal à la tête. Rendez-moi mes lunettes, s'il vous plaît. C'est parce que vous ne prenez plus vos médicaments. C'est faux. J'en prends. Je prends du Xyloxa. J'aime beaucoup vos chaussettes. Oui. Dommage qu'elles soient dépareillées. Elles sont pas dépareillées? Il souffre d'hypersensibilité à la lumière et de cécité nocturne. Il distingue même pas le blanc du gris. C'est pas lui qui a tué le psy dans le parc. S'il ne prend plus ses médicaments, tout est possible. Oui, sauf que le Xyloxa n'est disponible que depuis 1 an. Et alors? S'il connaît ce médicament, c'est qu'il l'a pris. On verra bien ses résultats sanguins. Pourquoi ces prescriptions ne figuraient pas dans son dossier? Regardons dans le dossier de sécu de ce François Richer. Tu crois que ce type existe vraiment? Non, justement. Mais je serais pas étonné qu'il soit sous Xyloxa, lui. J'ai dû rater un épisode, là. Franchement, je ne vois pas ce que ce Richet vient faire dans cette affaire. François Richer et Antoine Delamico présentent d'étranges similitudes. Ils sont tous les deux schizophrènes. Et comparez leur numéro de sécu. Oui, à 2 chiffres près, ce sont les mêmes. Et pour cause, ils sont nés tous les deux la même année à Paris. Et plus bizarre encore, regardez le dossier de François Richer. Alors, il voit un kiné 2 fois par semaine, un art-thérapeute tous les 8 jours, un dentiste tous les 15 jours, un ophtalmo, un dermatologue, un podologue. Et ceci depuis 1 an. Avant, rien. RAS. Ah oui. Et qu'est-ce qui lui est arrivé il y a 1 an? Il est passé sous un camion ou quoi? Il est passé au moment même où Antoine a cessé de recevoir la moindre prescription. Où voulez-vous en venir, Revel? À ceci. Voici 1 an, Antoine Delamico est devenu François Richer. Du moins pour la mutuelle et la sécu. Fausse identité, faux numéro. Et pourquoi ce malade aurait-il trafiqué son numéro de sécu? À mon avis, il n'a rien trafiqué du tout. L'administration, la paperasse, elle lui passait des kilomètres au-dessus de la tête. Selon moi, c'est quelqu'un qui a fait ça dans son dos. Dans quel but? Dans le but de toucher les remboursements de soins totalement fictifs. Et quelque chose me dit que le docteur Roland l'avait compris. Et c'est pour ça qu'il s'est fait tuer. Comment va Antoine? Nous sommes bouleversés qu'il ait pu commettre une telle horreur. Alors pourquoi l'avez-vous laissé partir? Pardon? J'ai vérifié la fermeture des fenêtres de sa chambre. Normalement, elles auraient dû être verrouillées. Ça doit être une erreur commise lors du ménage. On est forcé de les ouvrir pour les nettoyer. On aura oublié de les refermer. Le jour où son beau-frère vient le voir. Pur hasard. Est-ce qu'un certain François Richer est toujours ici? François Richer, vous dites? Ouais. Nous l'avons hébergé il y a quelque temps, oui. C'était un garçon plutôt perturbé. Il est parti il y a 1 an, quelque chose comme ça. Pourquoi cette question? Après sa disparition, il semblerait qu'il y ait eu une confusion entre son numéro de sécurité sociale et celui d'Antoine Delamico. Vraiment? Une erreur administrative, sans doute? Ça fait beaucoup d'erreurs, vous ne trouvez pas? Le ménage, l'administration. Peut-être que vous n'avez même pas remarqué. Je crois que vous ne réalisez pas la quantité de paperasse que nous devons remplir tous les jours. Je comprends, avec tous les soins que reçoivent vos pensionnaires. Je vois même que vous leur donnez des séances de thérapie artistique. Nous mettons tout en œuvre pour améliorer la santé de nos malades. Qu'importe le prix, n'est-ce pas? C'est une de vos malades qui a peint ce tableau? Oui. Il s'agit de Carole Geoffroy. Elle est bipolaire, c'est-à-dire maniaco-dépressive. Ma sœur aussi était bipolaire. Hein. Elle peignait aussi des fleurs et des fruits, mais d'une manière plus vive, presque explosive. Eh bien, ce n'était pas le cas de Carole Geoffroy. Elle n'était? Pourquoi? Elle est plus ici? Non. Et elle est partie, elle aussi? Émilie Lacroix? J'ai vu un de vos tableaux sur les murs de la clinique. C'est un très beau tableau.
C'est des enfants qui jouent sur la plage. J'aime pas les enfants. Ils font peur. Madame Gérardin nous a dit que vous aviez peint ce tableau lors d'une thérapie artistique. Je préfère les oiseaux. Vous voulez dire que vous préférez peindre des oiseaux pendant ces séances? Non. Un bureau, on peint un bureau. Un bureau? Oui. On le peint en blanc. Vous voulez dire c'est ce qu'on vous fait faire lors de ces séances, peindre des bureaux? Mais j'aime pas trop le blanc. Mais c'est le monsieur, il veut cette couleur. Le monsieur? Le monsieur, c'est un ami de monsieur Gérardin? Oui. Le mois dernier, on a repeint son salon. Et sa salle à manger. Les séances de thérapie artistique servaient à repeindre des appartements. C'est ce qu'on appelle de l'esclavage moderne. Oui, et les tableaux qui ornent la clinique sont de vulgaires croûtes achetées aux puces. Et quant aux diversions prodiguées par ces spécialistes? Oh, ils sont fictifs. Le montant des remboursements est récupéré par le couple qui dirige la clinique. Tout ça sous le nez du personnel? Ils tiennent à leur job. C'est toujours la même histoire. Je suppose que les médecins sont complices. Une quinzaine de spécialistes, ils sont tous impliqués. Autrement dit, de quoi constituer un bon mobile pour tuer quelqu'un. On peut vraiment faire du profit avec tout, hein, même avec de la misère humaine. Bon, vous me bétonnez votre dossier, vous faites parler les médecins, et vous arrêtez ces gens, Revel. Allez. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez tout simplement pas le droit de faire ça. Vous ne savez pas ce que vous faites. Votre carrière est finie. Mon mari et moi avons des relations partout, jusqu'au ministère. Nous sommes victimes d'un terrible malentendu, que nous n'aurons aucune peine à prouver. La direction régionale des affaires sociales déposera certainement en notre faveur. En attendant, voici nos dépositions à nous. À 7h, 17 médecins et thérapeutes ont avoué des consultations fictives ou surfacturées. Les plus bavards sont allés jusqu'à détailler pour nous les versements occultes qu'ils vous faisaient. Et comme si ça ne suffisait pas, voici la déposition du gérant d'une entreprise dont les bureaux ont été repeints par vos pensionnaires. Dans tous les cas, vous admettrez que nous n'avons pas tiré un profit énorme de tout cela. Nous n'avons joué un rôle somme toute secondaire dans cette triste affaire. D'autres ont largement profité. Et le meurtre du docteur Roland, qui en a profité le plus, à votre avis? Oui, le beau-frère d'Antoine, qui avait découvert vos petites magouilles avant de mourir tué à coups de couteau. Où étiez-vous ce soir-là, autour de 21h? Chez nous. Vous pouvez demander à Rémi. Rémi? Oui. C'est un malade un peu obsessionnel qui travaille à notre service. Dans un but thérapeutique, j'imagine. Monsieur et Madame Gérardin ne sont pas sortis jeudi soir, ça j'en suis sûr. Plutôt sûr ou absolument sûr? Monsieur Gérardin est resté dans son bureau de 19h10 à 21h27. Sa femme est allée chez elle à 21h28 et n'en est pas ressortie. Du moins, pas avant que j'aille me coucher, à 23h12. Et les autres employés? Personne n'est parti avant 22h15. Des problèmes oculaires, Rémi? Cataracte, mais c'est fini. Très bien, merci. De rien. C'est un obsessionnel. Tu crois que son témoignage est crédible? Oui, je crois que oui, oui. Mais l'escroquerie n'est pas le mobile du meurtre. Comment ça? Les Gérardins et les médecins qui ont participé à ce détournement minable ont tous très vite avoué. Non, je crois que c'est quelqu'un derrière eux qui se sert de leur système dans un autre but. Lequel? J'en sais rien, Mélanie. Nous sommes comme ces malades. Ce qui nous éblouit nous rend aveugles. Les Gérardins et les employés de la clinique ont tous des alibis solides pour la nuit du meurtre. Ce sont des petits combinards sans scrupules, mais pas des assassins. Oui, bref, on est pratiquement revenu à la case départ. C'est pas sûr. Regardez. Les médecins enrôlés par les Gérardins se succédaient selon un roulement subtil, probablement pour ne pas éveiller les soupçons de la Sécu. Il y en a un seul qui n'a pas valsé, l'ophtalmologiste, le docteur Thomas Dessart. Lui, il est là depuis le début, ou presque. Il était peut-être le seul à soigner véritablement les résidents. Non, mais c'est pas tout. Parmi tous les résidents de la clinique, 8 ont fait l'objet de changements de nom et de numéro de Sécu. Tous ces patients
sont les patients du docteur Dessart. Il ne pouvait pas ignorer que ces types n'existaient pas. Et vous pensez que le docteur Roland l'avait découvert? Sans doute. Et c'est pour ça qu'il est allé le voir. Oui, dans ce cas, Dessart aurait pu essayer de l'éliminer pour préserver sa réputation et ses revenus douteux. Pourquoi voulez-vous saisir mes dossiers? Pour vérifier la réalité des soins que vous avez facturés à la sécurité sociale. Si des médecins se sont fait facturer des honoraires fictifs, ça n'est pas mon cas. Prenez le dossier d'Antoine, si vous voulez. Justement, nous l'avons. C'est 3 000 € facturés en septembre. De quoi s'agit-il au juste? Une opération de la cataracte. Et si j'en crois le code correspondant, vous auriez pratiqué la même intervention en juin. Soit 2 opérations de la cataracte en 3 mois. Une sur chaque œil. Excusez, ma collègue, elle est un peu têtue et je lui dis que vous auriez une explication logique à tout cela. Dites-moi, par rapport aux reproductions, vous êtes un fan de Van Gogh ou c'est pour montrer et convaincre vos patients qui voient mal? Je comprends que vous n'aimez pas Van Gogh, hein? Ah si, j'aime beaucoup Van Gogh, mais il me dérange un peu parce que son œuvre montre que son art et sa maladie étaient intimement liés. Van Gogh était le plus grand. Aucun artiste n'a créé ni vécu aussi intensément. Maintenant, si vous permettez. Un instant. Je vois une autre opération là en mars. C'était pour quel œil cette fois? Celui du milieu? Ce n'était pas une opération, c'était un examen préopératoire. Facturé au prix d'une opération? Non, facturé au tarif normal, vous n'avez qu'à vérifier. Mais je lui ai dit que vous auriez une réponse logique par rapport à ça aussi. Et les factures concernant les pensionnaires de la clinique tenue par les Girardins. Bon nombre d'entre eux souffrent de troubles oculaires. Certains étaient dans un état lamentable avant d'intégrer le foyer. La maladie conduit souvent à se négliger. Vous avez sacrément beaux joujoux, hein? Vous savez combien ça coûte, ces beaux joujoux, comme vous dites? Ah, ça, je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Ça, c'est un transilluminateur et ça sert à tester les réflexes pupillaires. C'est pas donné non plus. Et dites-moi, le docteur Roland, il s'est contenté de vos explications ou il est aussi suspicieux que ma collègue? Il avait découvert que pour la Sécu comme pour sa mutuelle, Antoine était devenu François Richer. Je ne suis pas responsable des erreurs de la Sécu, je ne connais pas de François Richer. Et ce n'est pas moi qui ai falsifié sa feuille de soins. Il manque pas un instrument, là? Pas du tout. Du coup, on s'est renseigné auprès d'un magasin de fourniture médicale et voilà ce qu'on a trouvé. Un photostimulateur portable. C'est l'instrument qui manquait chez Dessart. Et à quoi sert cet objet? À tester la rétine. Concrètement, Arrêtez, ça va pas. Arrêtez, Revel, arrêtez. Mais c'est insupportable. Éteignons à ça. rassurez-vous, une exposition aussi brève est sans danger, mais vous avouerez qu'une démonstration vaut mieux qu'un long discours. Oui, et je peux savoir ce que cette démonstration est censée démontrer? Qu'il est très facile pour un ophtalmo d'aveugler quelqu'un. Vous voulez dire que Dessart a aveuglé Roland pour s'assurer qu'il ne rencontrerait aucune résistance. Alors, l'éclair aperçu par le drogué serait le faisceau lumineux produit par cet appareil? Et Dessart a peut-être pu l'abîmer pendant l'agression et s'en est débarrassé, ou alors tout simplement, il a voulu éliminer un indice qui aurait pu lui mettre la puce à l'oreille. Ok, épluchez ses comptes au niveau de l'assurance maladie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les remboursements correspondent rigoureusement aux soins mentionnés par le docteur Dessart dans ce dossier. Vous voulez dire qu'il pouvait ignorer le trafic pratiqué par les Girardins? Ces dossiers à lui ne permettent pas de conclure. Toutes les opérations facturées semblent avoir été effectuées. Ouais, mais je comprends pas à quoi lui servent ces faux numéros de sécurité sociale, sinon à gagner plus d'argent. J'en ai pas la moindre idée. Si chercher le profit, il y a quand même d'autres manières de détourner le système. Puis soigner les pensionnaires d'une clinique psychiatrique, c'est pas très rentable. Non, les tarifs sont plafonnés. Alors que ces patients-là demandent souvent plus de soins et d'attention que les autres. Quoi, vous voulez dire que Dessart perd de l'argent en soignant ces patients-là? Vous allez nous faire pleurer. Si les soins sont réels, disons qu'il pourrait en gagner beaucoup plus avec des patients plus ordinaires. Donc si c'est pas pour l'argent, ce serait quoi sa motivation? J'en sais rien, mais vérifions d'abord si les soins qu'il pratique sont bien réels. Antoine, je vous présente le professeur Bossy, expert en médecine oculaire. Enlevez vos lunettes. Il va me torturer? Non, justement, nous pensons que vous avez déjà été torturé. Il va juste vous examiner afin de le vérifier. Regardez-moi. Là. Bébé, en haut. En bas. Tournez. J'ai examiné Antoine Delamico ainsi que 7 autres pensionnaires de la clinique des oiseaux. Ces individus ont tous fait l'objet d'interventions injustifiées sur une période de 3 ans. Presque tous ont été opérés d'une soi-disant cataracte.
L'un d'eux a subi 12 interventions. Celui-là et 3 autres souffrent d'un décollement irréversible de la rétine. J'ai également noté 4 cas d'hypersensibilité à la lumière et 2 cas de cécité nocturne. Toutes ces affections résultent sans aucun doute des interventions pratiquées par ce spécialiste. D'après le docteur Dessart, les problèmes oculaires de ces gens viendraient de leur négligence, d'un certain manque d'hygiène. Il serait dû à un abus de glace à la fraise que je ne changerai rien à mes conclusions. Je n'ai tout simplement trouvé aucune justification à cette boucherie. Bien, mais écoutez, on ne peut pas être plus clair. Je vous remercie, professeur. Merci. Merci, professeur. Bon, à quoi joue ce docteur Dessart? Faudrait savoir ce qu'il a dans la tête. Cuisinons ceux qui le connaissent le mieux, les directeurs de la clinique, là, les Girardins. Voici l'œuvre du docteur Dessart. Je vous présente Émilie Lacroix, 3e intervention en moins de 6 mois. Cet œil est presque aveugle aujourd'hui. L'œil d'Antoine Delamico. Dessart n'a même pas attendu sa cicatrisation avant de remettre ça. Si Antoine ne bénéficie pas très vite d'une transplantation de cornée, il sera borgne dans quelques mois. C'est horrible. Ça suffit! Ne me dites pas que vous n'étiez pas au courant et que vous n'avez rien remarqué. Ces malades sont des gens vulnérables qui ont été traités comme de vulgaires cobayes. Et vous en êtes coupable, tout autant que lui. Il était juste censé examiner nos pensionnaires, rien de plus, et récupérer la moitié de l'argent des soins. Et comment l'avez-vous rencontré? C'est lui qui est venu à nous. C'était à l'occasion d'une fête de charité. Il avait entendu parler de notre travail avec les schizophrènes. Il nous a proposé ses services. Et il vous a clairement exprimé qu'il s'intéressait aux schizophrènes en particulier. Vous n'avez pas trouvé ça inhabituel? Eh bien, non. Il avait l'air plein de compassion pour ces malades. Alors, non seulement Dessart est un sadique, mais qui plus est incompétent. Mais pourquoi a-t-il jeté son dévolu sur des schizophrènes? Parce qu'ils sont des profs faciles. Non, ni plus ni moins facile qu'avec d'autres malades mentaux. Non, il y a autre chose. C'est comme ces changements de numéro de sécu. Les Girardins n'avaient nullement besoin de ça. Ils auraient très bien pu s'en passer. Où voulez-vous en venir? Et s'ils l'ont pas fait pour eux, c'est qu'ils l'ont fait pour lui. Non, mais d'accord. Mais vous ne faites que déplacer le problème. Quel intérêt Dessart avait-il à modifier l'identité sociale de ces malades? Un intérêt financier? C'était un moyen définitif pour lui d'échapper au contrôle, vu que ces gens n'existaient pas. Comme s'il avait voulu les soumettre à je ne sais quel traitement secret. La question est pourquoi? Et la réponse est en lui. J'aimerais pouvoir vous aider, mais j'ai pas revu Thomas Dessart depuis nos années d'études à Paris 13. C'était il y a 10 ans, pas loin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était l'être le plus solitaire que je connaisse. C'est bien notre problème, docteur Ferrand. Vous êtes apparemment la seule personne avec qui il se soit lié dans le milieu médical. Il n'est même pas membre de l'association ophtalmologique française. L'association ophtalmologique? Parce que vous voulez dire qu'il a terminé en ophtalmo? C'était pas sa vocation de départ? Ah, pas du tout, non. Elle se destinait à la cancérologie, comme moi. Et pourquoi s'en est-il écarté, à votre avis? Oh, je sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Alors, il nous restait 1 an à faire. Moi, j'ai passé l'été en Bretagne et quand je suis revenu, Thomas avait quitté l'école de médecine. On m'a dit qu'il avait pris une année sabbatique. Et vous n'avez pas eu la moindre nouvelle depuis? Non. Ah, mais attendez, si. J'ai reçu une carte postale dans le courant de l'année suivante. Il me félicitait pour mon diplôme. Voilà, c'est ça. C'est un autoportrait du musée Van Gogh d'Amsterdam. Mais quand vous le fréquentiez, il ne manifestait aucun intérêt pour l'ophtalmologie? Ah non, pas le moindre, non. Je sais pas, peut-être qu'il a eu une illumination après une soirée fumée dans un coffee shop. Non, je pense pas que Thomas Dessart soit allé à Amsterdam pour fumer de l'herbe. L'université de Paris 12 vient de nous faxer le dossier de Dessart. C'est bien quand il est revenu d'Amsterdam qu'il a basculé sur l'ophtalmologie. Il a d'ailleurs obtenu des résultats impressionnants. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ce type n'est ni sadique, ni cupide, ni incompétent. Mais il est quoi, alors? On dit que Van Gogh a offert son oreille à une prostituée en gage d'amour. La vérité, hélas, c'est moins poétique. Que s'est-il passé à Amsterdam, docteur Dessart? Tiens, lance une recherche sur tous les hôpitaux d'Amsterdam et voyons s'il n'y a pas de traces du docteur Dessart à l'époque où il était là-bas.
Antoine. Tu me reconnais? C'est moi, Marianne, ta sœur. Ouais. Installez-vous, je vous prie. Tu peux t'asseoir, Antoine. Madame Roland, nous savons que votre frère est schizophrène et qu'il n'a pas tué votre mari. Mais nous avons besoin de connaître ses symptômes. Vous pouvez parler devant Antoine, hein? On a déjà parlé de tout ça. À partir de 12 ans, mon frère a commencé à avoir des maux de tête. Il lui arrivait de rester des journées entières dans le noir. Mes parents pensaient qu'il avait des migraines ophtalmiques. C'est à partir de ce moment-là que sa personnalité s'est déstructurée? Les crises étaient tellement violentes. Nous avons compris qu'il s'agissait d'hallucinations visuelles. C'est ce qui le rendait terriblement agressif. Mais tu n'as plus ces visions, n'est-ce pas? Non. Mais le docteur Dessart dit que je dois continuer le traitement. Quel traitement? Il dit qu'il peut me guérir de mes maux de tête. Mon Dieu. Je vais m'occuper de toi, Antoine. Antoine, nous allons avoir besoin de toi. Est-ce que tu te sens prêt à revoir le docteur Dessart? Dessart considère ses patients comme des cobayes. Des cobayes pour un traitement de son cru. Tu avais raison. Ces changements de numéro de sécu avaient pour but de lui laisser jouer les apprentis sorciers en toute tranquillité. Ouais, tout ça parce qu'il est convaincu d'avoir trouvé un traitement révolutionnaire contre la schizophrénie. Regarde, c'est parce qu'il est comme eux. Il a été interné dans un hôpital à Amsterdam pour crise aiguë délirante. T'as bien fait de revenir, Antoine. Bon, mais détends-toi. Attention, je vais incliner le fauteuil, comme ça. Voilà, tout va bien se passer. Vous allez me faire mal. Je vais juste te faire une petite anesthésie locale. Voilà, t'as qu'une raison d'avoir peur. Je t'ai déjà fait ça, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je suis en pleine intervention. Posez ça immédiatement. Docteur, vous allez être placé en garde à vue et vos droits vous seront notifiés en arrivant à la brigade. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Et vous? Ça va? Hein, Antoine? C'est bien. Merci. Allez, viens, viens. Vous ne respectez donc rien? Une arrestation en plein milieu d'une intervention? Disons plutôt en flagrant délit. Je ne vois aucun délit là-dedans. La moindre de mes interventions a toujours été dictée par des nécessités médicales. Expliquez-nous plutôt comment vous soignez ces gens. Mais bien volontiers. 80% environ de nos perceptions sensorielles passent par l'œil. Mais l'œil ne fait que capter ces informations qui sont ensuite organisées, enfin interprétées par le cerveau. Très bien. Mais que viennent faire les schizophrènes là-dedans? Alors, chez schizophrènes, enfin du moins ceux qui souffrent d'hallucinations visuelles, ces informations sont altérées. Altérées par l'œil? Par le cristallin. L'information altérée est déviée vers la cataracte subcapsulaire postérieure, ce qui bloque... Le nerf optique. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, mon travail, en fait, consiste à retirer la partie teintée du cristallin. Viens, si vous voulez. Donc, j'extrais la cataracte extracapsulaire, ce qui a pour but, voilà, d'éclaircir la vision. Vous voulez dire que le cristallin, une fois nettoyé, laisse passer plus facilement la lumière? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, la lumière stimule la rétine, ce qui élimine les hallucinations. Et ça marche? Si vous m'aviez laissé opérer Antoine jusqu'au bout, vous en auriez une preuve éclatante. Il allait entrer dans la phase terminale de son traitement. Ok, résumons. Ces gens, une fois opérés, sont débarrassés de leurs hallucinations, donc de leur maladie, c'est ça? Oui, c'est ça, je les guéris complètement. Donc, les malades prennent des médicaments, et si je ne prends pas de médicaments,
je ne tombe pas malade. Votre théorie est révolutionnaire. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de ce traitement? Pendant ma dernière année d'études, je crois. Un peu avant, non? Pendant votre année sabbatique. C'est à ce moment-là que vous avez changé de spécialité. Comment c'est fait fou, ça? Pourquoi une année sabbatique? Eh bien, la fatigue, le besoin de faire le point, de réorganiser mes priorités. Vous êtes parti à Amsterdam. Et c'est de là que vous êtes pris de passion pour Van Gogh. En fait, j'ai toujours aimé Van Gogh. Oui, mais sans doute. Mais c'est là-bas que son œuvre a pris un sens particulier pour vous, non? Ce tableau, notamment, il a ouvert une toute nouvelle perspective à vos yeux. Van Gogh s'est tranché l'oreille pour mettre fin à ces hallucinations auditives qui le poussaient vers la folie. Et c'est comme ça que vous avez eu l'idée que la folie ne se niche pas dans le cerveau, mais dans les yeux, ou que sais-je, dans les oreilles ou dans les doigts. Vous ne pouviez concevoir que votre cerveau vous trahisse, lui qui vous a mené à de brillantes études de médecine. C'était devenu insupportable, inacceptable. Quel âge aviez-vous? 26, 27 ans? Quand vous avez senti les premiers symptômes? Je suis sain, je suis normal, je ne suis pas malade. Bien sûr que non. Mais vous êtes schizophrène. Vous avez eu votre première crise il y a 10 ans, n'est-ce pas? Et c'est pour cela, c'est pour la cacher que vous êtes enfui à Amsterdam. Et pendant que votre cerveau se débattait avec ce problème, la solution vous est apparue. Non. Van Gogh s'est fait interner volontairement suite à cette histoire. Il a peint 70 toiles cette année-là, parmi ses plus belles. Vous vous êtes fait admettre à l'hôpital Hermès, à Amsterdam. Et c'est là que vous avez conçu votre théorie. Je voulais juste m'isoler. Je n'ai rien à voir avec mes patients. Je ne suis pas comme eux. Je les soigne. Ce qui vous faisait peur, c'était de finir comme eux, bourré de drogue, dans un institut spécialisé. Mais non, mais il n'y a aucune raison. Pourquoi me ferait-on ça? Et quand Roland est venu vous voir, vous étiez terrifié à l'idée que ce médecin s'intéresse à vos pratiques, qu'il décrypte votre comportement. Votre pire cauchemar prenait forme. Ils ne comprenaient pas, les gens ne comprennent rien. Avec ce traitement, vous vouliez rendre vos patients schizophrènes maîtres de leur destin. Oui. Plus de drogue, plus de stigmates. Oui. Plus de honte, plus d'angoisse. Oui. Vous deviez sauver votre peau. Vous deviez arrêter Roland avant qu'il ne bousille tout. Oui. Vous deviez le tuer. Ah oui. Et c'est ce que vous avez fait. Oui. Maintenant, il faut que j'aille travailler. J'ai des patients qui m'attendent. Oui. Vous allez les retrouver. Bientôt. Il paraît que pour être un bon médecin, il ne faut pas trop s'identifier à ses malades. C'est plus vrai que jamais. C'est ce qu'on dit les flics aussi. Pour mon rapport, vous pouvez attendre un peu. J'ai besoin de 2 ou 3 jours pour aller voir une exposition de peinture. Amsterdam? Non. Rome. Pourquoi?